Le gouvernement français a convoqué une réunion d'urgence sans précédent. Le départ en masse des femmes s'accélère. À ce rythme, l'avenir de la nation est en péril. Des femmes de l'élite française choisissent d'épouser des hommes russes et de quitter la France. Pour révéler la vérité sur ce phénomène choquant, une productrice d'une chaîne de télévision française s'est envolée pour la Russie. Honnêtement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Les images qu'elle a filmées pendant son expérience de 7 jours à Moscou ont stupéfié la France entière. En seulement 3 jours, la vidéo a dépassé les 50 millions de vues, provoquant une avalanche de commentaires de la part des femmes françaises. J'ai enfin compris. Il faut que j'aille en Russie, moi aussi. Quelle est donc cette incroyable vérité dont elle a été témoin en Russie? Nous vous la révélons maintenant. Je m'appelle Léna Dubois, j'ai 28 ans et je suis la plus jeune productrice de France Télévisions. Le titre de « Descendante d'un célèbre philosophe des Lumières » a toujours été un fardeau pour moi. Mais un poids encore plus lourd était le projet qui venait de m'être confié, Mariage franco-russe, la vérité qui dérange. En lisant le titre sur le dossier, j'ai esquissé un sourire satisfait. Les mariages de plus en plus fréquents entre femmes françaises et hommes russes. Ce documentaire visait à dénoncer les problèmes cachés derrière ce phénomène. J'en étais convaincu. Il y avait forcément quelque chose qui clochait. Ce jour-là, comme d'habitude, j'examinais des documents dans la salle de montage. Les statistiques étaient choquantes. Le nombre de mariages entre Françaises et Russes avait récemment explosé. Cette tendance était particulièrement marquée chez les femmes diplômées de Paris. Mais pourquoi ai-je murmuré en fixant l'écran? La France est l'un des pays les plus dynamiques d'Europe. Alors pourquoi diable choisir un homme russe? C'est à ce moment précis que mon smartphone a sonné. Le nom qui s'est affiché sur l'écran m'a fait sourire. Chloé Martin, ma camarade de la faculté de droit de la Sorbonne, ma meilleure amie depuis 15 ans. Devenue magistrate, issue d'une famille prestigieuse, elle était la personne la plus intelligente et la plus rationnelle que je connaisse. Léna, tu as une minute? J'ai quelque chose d'important à te dire. La voix de Chloé tremblait, ce qui ne lui ressemblait pas. Je me suis précipité au lieu de rendez-vous, un café tranquille à Saint-Germain-des-Prés, notre endroit fétiche pour les conversations importantes depuis nos années d'études. Chloé était déjà là, mais quelque chose avait changé. Son regard habituellement perçant avait laissé place à un sourire doux. « Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu sors avec quelqu'un ?» À ma plaisanterie, Chloé a hoché la tête. J'étais sidéré. Chloé, la carriériste, amoureuse. Qui est-ce? Un collègue du tribunal, un ancien de la fac. Chloé a pris une profonde inspiration. Puis elle a lâché une bombe. Il est russe, et nous allons nous marier. Je déménage à Moscou le mois prochain. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Quoi? Un russe? Toi? Je n'arrivais pas à y croire. Issue de l'une des meilleures familles de France, diplômée major de la Sorbonne, devenue la plus jeune magistrate, épouser un russe. Tu n'es pas sérieuse? Tu te fais avoir, ce n'est pas possible. Face à mes paroles, Chloé a eu un sourire triste. Léna, je savais que tu réagirais comme ça. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois, c'est vraiment différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est un oligarque? Un artiste célèbre? Non, c'est un simple ingénieur en informatique. Il travaille dans une start-up. J'étais sans voix. Chloé, courtisée par les hommes les plus en vue de Paris, pourquoi choisissait-elle un simple russe? Reprends tes esprits. Tu vas vraiment tout plaquer, ta carrière, pour partir à l'étranger, et en Russie en plus? Léna, au début, je pensais comme toi. Mais là-bas, pour la première fois, j'ai pu être moi-même. Le regard de Chloé était d'un sérieux que je ne lui avais jamais vu en 15 ans d'amitié. Comment ça? Tu t'en sors très bien ici, en France. Vraiment? Léna, tu sais combien de masques je porte chaque jour, être toujours obligé de sauver les apparences, de deviner ce que les autres attendent de moi, de répondre à leurs attentes. C'est épuisant. Je voulais protester, mais quelque chose au fond de moi a résonné. En Russie, c'est différent. Les gens gardent une distance respectueuse. Il n'y a pas cette ingérence constante. Ah oui? Mais tout ça, c'est peu. Être de la comédie. Nous nous voyons depuis presque 1 an. J'ai eu le temps de voir que ce n'est pas un jeu. Chloé m'a montré une photo de son fiancé, un homme russe à l'apparence ordinaire. Rien de spécial dans son physique,
des vêtements simples. Il était aux antipodes des élites parisiennes. Comment il s'appelle? Dimitri Petrov. Il a 32 ans. Je fixais la photo comme pour y percer un trou. Qu'est-ce que cet homme avait de si spécial pour m'enlever mon ami? Léna, j'ai une faveur à te demander. Je veux que tu viennes à mon mariage, à Moscou, et si possible, viens avec l'esprit ouvert, pour voir par toi-même pourquoi j'ai fait ce choix. Sur le chemin du retour, mes pensées s'entrechoquaient. Le sujet du documentaire que je préparais venait de devenir une affaire terriblement personnelle. J'ai pris une décision. Je devais sauver Chloé grâce à ce reportage. J'étais persuadé qu'il y avait un piège. Des femmes françaises séduites par les belles paroles des hommes russes. Je jurais de révéler la vérité et de sauver mon ami. Le lendemain, j'ai dit à mon rédacteur en chef, « Un reportage sur place en Russie est nécessaire. Je veux y aller pour vérifier par moi-même. » « Très bien, Léna. Vas-y et rapporte-nous la vérité. Fais un documentaire percutant qui servira d'avertissement aux femmes françaises. » Une semaine plus tard, j'étais dans l'avion pour Moscou avec mon équipe de tournage. D'un côté de ma poitrine brûlait la mission de sauver Chloé. De l'autre, l'éthique de journaliste de révéler la vérité. Mais à ce moment-là, j'ignorais que ce voyage allait complètement changer ma vie. Allais-je trouver des réponses en rencontrant Dimitri ou sombrer dans une confusion encore plus grande? Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport international Sheremetyevo, j'étais déjà en mode combat. Je devais capturer avec ma caméra la fausse gentillesse des hommes russes. Restez concentrés, tout le monde. N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici, ai-je dit à Marc, le caméraman, et à Yves, l'ingénieur du son. Tous deux étaient des vétérans et comprenaient parfaitement mes intentions. Un problème est survenu après le contrôle des passeports en récupérant nos bagages. La grande caisse contenant le matériel de tournage était incroyablement lourde. Il n'y avait pas de chariot en vue et Marc et moi luttions avec cette caisse de plus de 80 kilos. « Excusez-moi, je peux vous aider ?» Une voix a soudain parlé en français. C'était un homme russe d'une trentaine d'années. En costume, il semblait revenir d'un voyage d'affaires. « Ça va, merci. No thank you », ai-je répondu dans un anglais hésitant. Malgré mon refus, il avait déjà saisi un côté de la caisse. « C'est lourd, c'est difficile tout seul. Je vous aide jusqu'au chariot. » Il parlait un français assez fluide. Je suis resté sur mes gardes. Il devait y avoir une arrière-pensée. Il allait sûrement me demander de l'argent ou mon numéro de téléphone. Mais, après nous avoir aidés à transporter la caisse jusqu'au chariot, il est simplement parti. « Attendez !» l'ai-je interpellé, mais il s'est contenté d'un léger signe de tête avant de disparaître. Je m'attendais à ce qu'il me donne au moins sa carte de visite. « Vous avez filmé ça ?» a demandé Marc. « Non, c'était trop soudain. J'avais raté la première occasion. Mais je me suis dit, c'est juste parce qu'on est à l'aéroport. Il fait semblant d'être gentil. La vraie nature se révélera à l'extérieur. » En attendant le bus pour le centre-ville, une situation similaire s'est produite. La pluie a commencé à tomber et une femme russe dans la file a incliné son parapluie vers nous. « Tenez, votre matériel va être mouillé. » Elle aussi parlait français. J'ai secoué la tête. « C'est bon, le bus va arriver. » Mais elle a continué à tenir son parapluie au-dessus de nous. Finalement, nous n'avons eu d'autre choix que de nous abriter sous son parapluie jusqu'à l'arrivée du bus. C'est de la mise en scène, tout ça, pour donner une bonne image aux étrangers, pensais-je. Mais étrangement, pourquoi est-ce qu'un coin de mon cœur se réchauffait? Dans le bus en direction du centre de Moscou, j'ai été surprise par ce que je voyais par la fenêtre. Les gratte-ciels staliniens, les rues bien entretenues, c'était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Ça ne change pas tant que ça de Paris, finalement. Après nous être enregistrés à l'hôtel et avoir défait nos bagages, j'ai envoyé un message à Chloé. « Je suis arrivé à Moscou. On se voit demain ?» La réponse fut immédiate. « Oui, demain après-midi au café près de chez moi. Dimitri sera là aussi. » Dimitri, le fiancé de Chloé. J'allais enfin pouvoir le jauger. Ce soir-là, je me suis promené près de l'hôtel. Le quartier, près de la place Rouge, était très touristique. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Que les vendeurs des magasins répondent gentiment en français, c'était compréhensible pour le business. Mais les citoyens ordinaires rencontrés dans la rue étaient aussi serviables. Alors que j'étais perdu en regardant une carte,
quelqu'un s'est approché pour m'aider. Au restaurant, alors que j'avais du mal à commander, les clients de la table d'à côté ont fait l'interprète. Ce genre de choses s'est produit plusieurs fois dans la journée. Non, c'est parce que c'est un quartier touristique. La vraie Russie doit être différente. Je continuais à me le répéter. Mais peu à peu, mes certitudes commençaient à vaciller. Le lendemain, en route pour rencontrer Chloé, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, je démasquerai la vérité. Le lieu de rendez-vous était un petit café dans le quartier de l'Arba. En entrant, Chloé m'a fait un signe de la main. Et à côté d'elle, Lena, voici Dimitri. Dimitri Petrov paraissait encore plus ordinaire que sur la photo. Mais son regard posé sur Chloé était vraiment chaleureux. « Bonjour Lena, Chloé m'a beaucoup parlé de vous. Il parlait un français impeccable. En lui serrant la main, j'ai senti une poigne ferme mais douce. Chloé parle tellement de vous, sa meilleure amie, la plus importante. » J'ai regardé Chloé. Elle semblait vraiment heureuse. À Paris, en tant que magistrate, elle était toujours tendue, sur le qui-vive. Maintenant, elle était complètement détendue. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» ai-je demandé sans détour. L'année dernière, lors d'un déplacement professionnel à Paris, on s'est vu à une conférence. Chloé faisait du bénévolat comme interprète. « Du bénévolat ?» J'ai regardé Chloé. Une magistrate parisienne faisant du bénévolat comme interprète. J'étais un peu fatigué de mon travail à ce moment-là. J'avais envie de faire quelque chose de différent le week-end, a expliqué Chloé. Au début, je pensais juste que c'était un Russe qui parlait bien français. Mais en discutant, j'ai senti qu'il était spécial. Il acceptait ce que je disais tel quel. « Comment ça ?» a demandé Dimitri en regardant Chloé. « En France, il faut toujours anticiper, décoder, cacher ses vrais sentiments et essayer de correspondre aux attentes des autres est considéré comme une vertu. » Mais Dimitri était différent. Quand je disais que j'étais fatigué, il s'inquiétait vraiment. Quand je disais que j'étais heureuse, il se réjouissait avec moi. Intérieurement, j'ai ricané. « Qu'y a-t-il de si spécial là-dedans? Et c'est pour ça que tu as décidé de changer de vie ?» À ma question acérée, Chloé s'est contentée de sourire. « Lena, tu es libre demain? J'aimerais te faire visiter un peu mon quartier. » Mais mon reportage. Le reportage, c'est bien, mais je veux te montrer la vraie Russie, pas celle que tu veux montrer à la télévision. Dimitri a ajouté « Je ne pourrai pas être avec vous demain, j'ai du travail. » Mais Chloé sera un excellent guide. Ils étaient si naturels. Ils prenaient soin l'un de l'autre tout en respectant les engagements de chacun. En sortant du café, au moment de se séparer, Dimitri a dit « Lena, Chloé a vraiment une amie formidable. Je comprends votre inquiétude. Ma famille aussi était contre, au début, quand j'ai dit que j'allais épouser une Française. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Et quand je suis avec Chloé, j'ai envie de devenir un homme meilleur. » Une réponse simple, mais qui semblait sincère. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'étais confuse. J'étais venu pour trouver des failles, mais il semblait si naturel et heureux. Non, ne te laisse pas avoir par les apparences. Demain, je trouverai la vérité. Mais pour une raison que j'ignorais, ma conviction s'effritait. En me dirigeant vers mon rendez-vous avec Chloé, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si la vérité dérangeante que je cherchais n'existait pas? Et si ce n'était qu'une illusion créée par mes propres préjugés? Le lendemain matin, je me suis rendu à l'appartement où vivait Chloé. Une ruelle dans le quartier de l'Arba, un immeuble simple mais propre. Je n'arrivais pas à croire que Chloé, qui vivait dans un magnifique appartement haussmannien à Paris, habitait ici. Bienvenue. En voyant Chloé m'ouvrir la porte, j'ai été surprise. Au lieu de ses tailleurs de marque, elle portait un t-shirt confortable et un gant. Pas de maquillage. Mais étrangement, elle avait l'air beaucoup plus jeune qu'à Paris. « C'est ici que tu vis ?» ?»« Oui, c'est modeste, n'est-ce pas ? Au début, j'ai été un peu surprise aussi, mais en y vivant, je me suis rendu compte que c'était amplement suffisant. C'était un 2 pièces d'environ 40 mètres carrés, mais on sentait la touche de Chloé partout. Les plantes sur le rebord de la fenêtre, les photos accrochées au mur, les livres de droit sur un petit bureau. « Tu veux un café ?» Dimitri a acheté des grains qu'il adore. Chloé a préparé elle-même le café. Elle qui, à Paris, l'achetait toujours dans un café. « Chloé, ça va vraiment ? Abandonner ton poste de magistrate pour vivre dans ce petit appartement. » « Oui, Lena,
Est-ce qu'un grand appartement et un salaire élevé garantissent le bonheur? A demandé Chloé sérieusement. À Paris, j'étais Chloé la magistrate. Une carrière que tout le monde envie, un avenir assuré. Mais je n'étais pas heureuse. Pourquoi? Chaque matin, en me levant, j'avais l'impression de mettre un masque. La magistrate parfaite, la fille parfaite, la française parfaite. Mon vrai moi n'existait nulle part. Chloé a continué en regardant par la fenêtre. Ici, c'est différent. Je peux vivre en étant simplement Chloé. J'ai le droit de faire des erreurs, de ne pas être parfaite. Mais c'est grâce à Dimitri, non? Pas seulement Dimitri. Les gens ici, la culture, l'ambiance, tout est comme ça. À ce moment, le téléphone de Chloé a sonné. Oui, tout va bien. D'accord, à ce soir. Tu comptes beaucoup pour moi aussi. En revenant après avoir raccroché, le visage de Chloé était légèrement rouge. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu as vraiment changé. En France, je n'aurais jamais pu imaginer dire ça. Dire je t'aime plusieurs fois par jour, c'est un peu gênant, non? Ce n'est pas ça. Au début, c'était maladroit. Mais maintenant, c'est naturel. On n'a pas besoin de forcer l'expression de ses sentiments. Nous nous sommes dirigés vers une rue commerçante que Chloé fréquentait. En chemin, les voisins ont salué poliment Chloé. « Bonjour Chloé, vous sortez aujourd'hui ?»« Bonjour, je fais visiter le quartier à une amie venue de France. »« Oh, bienvenue, profitez bien de votre séjour. » Des conversations naturelles s'engageaient. À Paris, je n'aurais jamais pu imaginer avoir des conversations aussi anodines mais chaleureuses avec mes voisins. En arrivant dans la rue commerçante, un spectacle encore plus surprenant m'attendait. Les commerçants, reconnaissant Chloé, l'accueillaient avec une joie discrète. « Chloé, bienvenue. Vous êtes avec une amie aujourd'hui ?»« Oui, ma meilleure amie de France. »« De France? Alors tenez, c'est un petit cadeau. » Le marchand de fruits a glissé discrètement une poignée de baies dans son sac. « Non, non, c'est déjà beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est un petit geste, puisque votre ami est là. » Ensuite, chez le traiteur. « Chloé, Dimitri va bien ?»« Oui, merci. Il a encore des heures supplémentaires ce soir, je crois. Il travaille trop, cet homme. Prenez ça, c'est quelque chose que Dimitri aime beaucoup. Madame, vous me donnez toujours quelque chose. Ça me gêne. C'est une question de cœur, pas d'argent. » J'observais cette scène, stupéfaite. En France, sous le nom de convivialité, on trouve parfois une familiarité excessive. Ici, sous le nom de chaleur humaine, s'échangeaient des attentions discrètes et sincères. Pourquoi ces gens sont-ils si gentils avec toi? Au début, j'étais déconcerté moi aussi. Je me demandais s'ils attendaient quelque chose en retour. Mais non, c'est juste leur nature. C'est un peu différent de la générosité française. C'est une gentillesse silencieuse, une confiance. En quittant les commerces pour aller dans un café, Chloé s'est soudainement arrêtée. « Léna, regarde !» Là où Chloé pointait, des enfants jouaient dans un parc. À côté, de jeunes pères les surveillaient. En France, c'est une scène qu'on pourrait voir, mais en Russie, ça a une signification un peu différente. C'est-à-dire, un père avec son enfant au parc, en pleine journée, en semaine. En France, on parlerait de nouveau père, on trouverait ça spécial. Mais ici, c'est normal. Dimitri me l'a dit, s'ils ont un enfant, il est évident qu'ils s'en occuperont ensemble. C'est une évidence. Ce n'est pas seulement le travail de la mère, mais celui des deux parents. Jiusem, arrivé au café, nous avons discuté à bâton rompu pour la première fois depuis longtemps. Nos souvenirs d'étudiante, nos vies actuelles. Et toi, Léna, tu es heureuse? La question soudaine de Chloé m'a déstabilisé. Mon travail se passe bien, je suis en bonne santé. Non, je veux dire, vraiment heureuse? Je n'ai pas pu répondre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie heureuse. Moi, je suis heureuse. Pour la première fois, je vis pour moi-même. Les yeux de Chloé brillaient. Elle semblait vraiment épanouie. J'ai hâte de me lever chaque matin. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qui vais-je rencontrer? De quoi vais-je parler avec Dimitri? Mais ta carrière, toi qui as tant étudié pour devenir magistrate, je peux travailler en Russie aussi. J'ai déjà reçu des offres de cabinet d'avocats. Il y a beaucoup d'affaires liées aux entreprises françaises et mon expérience est un atout. J'étais sans voix. Chloé n'avait rien perdu. Au contraire, elle semblait avoir gagné bien plus.
Sur le chemin du retour, Chloé a dit « Léna, demain, il y a une réunion de famille chez Dimitri. Tu veux venir? Je pense que ce serait bien que tu vois la culture familiale russe par toi-même. » Je peux venir à une réunion de famille? Bien sûr, la mère de Dimitri a insisté pour que je t'amène. Elle a dit « L'ami de Chloé, c'est notre famille aussi. » Encore cette chaleur discrète. Une culture qui, même pour une inconnue, si un lien existe, l'accueille comme un membre de la famille. De retour à l'hôtel, allongée sur mon lit, j'étais confuse. Au lieu de la vérité dérangeante que je cherchais, je n'avais que des questions dérangeantes. Pourquoi Chloé a-t-elle l'air si heureuse? Pourquoi les gens ici sont-ils si calmes et chaleureux? Et pourquoi, moi, ne suis-je pas heureuse? Je me suis promis d'être plus objective le lendemain, mais déjà, au fond de moi, quelque chose commençait à changer. Le lendemain matin, j'ai délibérément décidé de sortir seul. Je voulais filmer le vrai visage de la Russie, sans Chloé. Avec mon caméraman, nous nous sommes dirigés vers une station de métro à l'heure de pointe. « Léna, c'est aussi bondé que Châtelet-les-Halles ici », a dit Marc en voyant la foule à l'entrée de la station. C'était vrai. La station Kievskaya était aussi noire de monde que les plus grandes stations parisiennes. Nous sommes descendus sur le quai pour prendre un train. Comme prévu, à l'heure de pointe, c'était plein à craquer. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. « Marc, regardez ça. » Tidon. Les gens étaient serrés les uns contre les autres, mais à l'intérieur du wagon, le silence était incroyable. Personne ne parlait fort, personne n'était au téléphone. Une scène inimaginable en France. J'ai demandé à notre interprète. En Russie, parler au téléphone dans le métro est considéré comme très impoli. Tout le monde lit tranquillement ou écoute de la musique. Mais c'est tellement bondé. Oui, c'est une sorte de règle ici. On pourrait dire qu'on respecte l'espace personnel de chacun. C'était vrai. À la station suivante, quand une personne âgée est montée, les jeunes à proximité se sont immédiatement écartés pour lui laisser de la place. Pas de grands gestes, juste naturellement. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Merci. » La personne âgée s'est assise en remerciant doucement et le jeune qui avait cédé sa place s'est déplacé tranquillement, comme si de rien n'était. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est ce qui a suivi. Quand une femme avec une poussette est montée, les passagers se sont écartés comme d'un commun accord pour lui faire de la place. Plutôt que quelqu'un qui aide, c'était comme si tout le monde faisait en sorte que l'aide ne soit pas nécessaire. Ne filmez pas ce genre de scène, et je chuchotais à Marc qui tenait la caméra. Hein? Pourquoi? Parce que nous cherchons les problèmes. Mais une partie de moi était mal à l'aise. Étais-je en train de détourner le regard de la vérité? En sortant du métro et en marchant dans la rue, j'ai été témoin d'une autre scène. Alors que nous attendions au passage piéton, une vieille dame devant nous a fait tomber un sac rempli de pommes. En France, plusieurs personnes se seraient précipitées pour l'aider. Mais ici, c'était différent. Un jeune homme s'est accroupi sans un mot et a commencé à ramasser les pommes. Puis, 2 ou 3 autres personnes autour ont commencé à l'aider, en silence. Sans se parler, ils ont ramassé toutes les pommes et les ont remises dans le sac de la vieille dame. Et quand la dame a dit merci, ils ont tous fait un léger signe de tête et sont partis comme si de rien n'était. En France, ça aurait fait plus de bruit, a murmuré Marc. C'est vrai. En France, celui qui aide et celui qui est aidé expriment davantage leurs émotions. Mais ici, l'aide était silencieuse et semblait aller de soi. À l'heure du déjeuner, nous sommes allés dans un restaurant fréquenté par des employés de bureau. Là aussi, j'ai découvert une différence culturelle. Toutes les tables étaient séparées pour 1 ou 2 personnes, et personne ne partageait sa table avec des inconnus. En France, il est courant de partager sa table avec des inconnus pendant le déjeuner. Le guide a expliqué « En Russie, on accorde beaucoup d'importance au temps personnel. Beaucoup de gens préfèrent passer leur pause, déjeuner seuls et au calme. » Effectivement, les employés autour de nous mangeaient seuls en silence ou discutaient à voix basse avec un collègue. La liberté de ne pas interférer avec les autres, de ne pas être dérangé, c'était là. En sortant après le repas, j'ai entendu un chef de service parler à une jeune employée. « Katia, vous pouvez partir avant moi aujourd'hui. Vous êtes restée tard hier, n'est-ce pas ? » « Non, j'ai encore du travail. » « Le travail peut attendre demain. Prenez soin de votre temps personnel. »
Je n'en croyais pas mes oreilles. Je savais à quel point il est difficile en France de partir avant son supérieur. L'après-midi, je me suis rendu au lieu de rendez-vous avec Chloé, le restaurant où se tenait la réunion de famille de Dimitri. En arrivant, la famille était déjà réunie. « Ah, vous voilà, l'ami de Chloé, n'est-ce pas ?» La mère de Dimitri m'a accueilli avec élégance. « Enchanté, je m'appelle Léna Dubois. »« Oh, vous êtes charmante, bienvenue. » Je m'attendais à des questions personnelles sur mon statut marital, mais tout le monde se contentait de sourire poliment. « Maman, Léna est venue spécialement de France pour nous, » a présenté Dimitri. Sa mère s'est inclinée profondément. « Oh, c'est très aimable à vous. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. » C'était cela que Chloé appelait l'absence d'ingérence excessive. Quand le repas a commencé, une scène encore plus surprenante s'est déroulée. Dimitri et son père ont commencé à servir les plats et à verser le thé en silence. « Votre mari participe aussi en cuisine ?»« Bien sûr. Nous travaillons tous les deux. Il est normal que nous partagions les tâches ménagères, » a dit le père comme si c'était une évidence. « Nous avons élevé notre fils comme ça depuis qu'il est petit. Il est normal qu'un homme sache cuisiner et faire le ménage, » a ajouté la mère avec une fierté discrète. Pendant le repas, la sœur de Dimitri a dit « Dimitri, Chloé est vraiment une personne formidable. On sent qu'elle s'entendra bien avec notre famille. » Au début, quand j'ai su qu'elle était française, j'étais un peu inquiète, mais c'était idiot. Le père a ajouté « Si Chloé rend notre Dimitri heureux, alors je suis heureux. » Des mots simples, mais pleins de sincérité. Au moment de partir, la mère m'a donné un petit paquet. « Pour que vous mangiez à l'hôtel. Si vous êtes venu en Russie, il faut goûter de bons pryaniki. » Merci beaucoup, mais c'est trop. Mais non, vous êtes l'amie précieuse de Chloé. Vous êtes comme notre famille. Me traiter comme un membre de la famille dès la première rencontre, avec une distance respectueuse. Je me suis dit que c'était ça, l'hospitalité russe. Sur le chemin du retour, Chloé m'a demandé « Alors, comment as-tu trouvé la réunion de famille russe ?» Honnêtement, j'ai été choqué. Les hommes qui participent naturellement aux tâches ménagères, le respect pour la belle-fille. Au début, je n'étais pas habitué non plus. Ils me traitaient avec tant de respect que c'en était presque gênant. Mais maintenant, je les considère vraiment comme ma famille. Ce n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est reposant. Je n'ai pas besoin d'être la belle-fille parfaite. Je peux faire des erreurs, ne pas savoir faire. Ils m'acceptent simplement comme Chloé. Je l'écoutais en silence. Je savais trop bien combien de rôles et d'attentes une femme doit endosser quand elle se marie en France. De retour à l'hôtel, en faisant le point sur ma journée, j'ai dû admettre que ce que j'avais vu n'était pas une mise en scène. Le silence du métro, la gentillesse discrète, les relations familiales égalitaires. Si c'était ça, le quotidien, alors. Je me suis surprise à imaginer une vie en Russie. Mais j'ai vite secoué la tête. Non, il doit y avoir un côté sombre. Aucune société n'est parfaite. Mais ce que j'avais vu aujourd'hui était suffisant pour ébranler mes préjugés. Un pays où le respect de l'espace d'autrui est une évidence. Un pays où la gentillesse sans attente de retour est naturelle. Peut être que je commençais à comprendre le choix de Chloé. C'était le dernier jour de tournage. L'après-midi, le ciel s'est soudainement assombri et une pluie battante a commencé à tomber. Sans parapluie et avec notre matériel de tournage, nous ne pouvions que nous affoler. « Léna, le matériel va être trempé », s'est écrié Marc en protégeant la caméra. J'ai essayé de protéger le reste du matériel, mais la pluie était déjà torrentielle. Au moment où j'ai voulu me réfugier sous un porche, mon pied a glissé. Déséquilibré par le poids du sac de matériel, j'ai chuté. Aïe, mon genou et ma paume ont heurté violemment le bitume. Pendant un instant, tout est devenu blanc. « Ça va ?» Soudain, un parapluie s'est ouvert au-dessus de ma tête. À travers ma vision brouillée par la pluie, quelqu'un me tendait la main. « Vous pouvez vous relever ? Vous êtes blessé. » La voix parlait français. J'ai enfin levé la tête. C'était un homme russe d'une trentaine d'années. Son costume était trempé par la pluie, mais il tenait le parapluie uniquement pour moi. « Le matériel d'abord. » ai-je dit d'une voix tremblante. Il a rapidement regardé autour de lui. « Attendez une seconde. » Il a enlevé la veste de son costume et a recouvert le sac de matériel.
Puis il a de nouveau essayé de m'aider à me relever. Il vaut mieux aller à l'hôpital. C'est une vilaine blessure. Du sang coulait de mon genou. Ma paume était écorchée et me brûlait. Les sacs, le matériel, je les porte. Allons d'abord à l'hôpital. Il a soulevé le sac de plus de 80 kilos comme si de rien n'était. Et il a continué à me tenir le parapluie en marchant. Lui-même était complètement trempé. Pourquoi faire tout ça? On ne peut pas laisser une personne blessée comme ça, a-t-il dit, comme si c'était une évidence. Quand nous sommes arrivés aux urgences d'un hôpital voisin, ses vêtements étaient comme s'ils sortaient de l'eau. Pourtant, il s'est d'abord inquiété de mon état. Il y a une patiente étrangère ici. S'il vous plaît, occupez-vous d'elle rapidement. Il a expliqué la situation au personnel médical et m'a aidé à l'accueil. Pendant que je recevais les soins, il a attendu dehors. Il a même contacté Marc et a vérifié l'état du matériel. Merci infiniment. Alexei Volkov, ça va mieux? Oui, grâce à vous, mais vos vêtements sont trempés. Ce n'est pas grave, je n'ai qu'à rentrer chez moi pour me changer. Quand j'ai voulu payer les frais médicaux, on m'a dit qu'il avait déjà tout réglé. Non, ce n'est pas possible, je vous rembourse. Mason, si vous avez l'occasion de revenir en Russie, offrez-moi un café, ça suffira amplement. Il m'a donné sa carte de visite et s'apprêtait à partir. Il était développeur dans une start-up IT. Vraiment, merci beaucoup. De rien, soignez-vous bien et j'espère que votre voyage en Russie vous laissera un bon souvenir. Après son départ, je suis resté un moment abasourdi. Marc est arrivé et m'a demandé « Ça va? Qui était cet homme ?» Un inconnu. Il m'a juste aidé. Sans rien demander en retour? Oui. De retour à l'hôtel, cette scène tournait en boucle dans ma tête. Son image, trempée, me protégeant sous son parapluie. Le fait qu'il ait porté le lourd matériel jusqu'à l'hôpital. Et même les frais médicaux. J'ai appelé Chloé. Il m'est arrivé un truc de fou. Après avoir écouté mon histoire, Chloé a dit « C'est ça, la Russie, l'ENA. Quand on voit quelqu'un en difficulté, on tend la main, discrètement mais sûrement. Et on ne considère pas ça comme quelque chose de spécial. » Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal « Aujourd'hui, j'ai été prise sous la pluie, mais mon cœur est au chaud. J'ai ressenti dans tout mon corps ce qu'est l'hospitalité russe. Pas de la façade, mais une sincérité authentique. Un souci des autres sans calcul. C'était là. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à faire le check-out, la réception m'a interpellé. « Madame Dubois, quelqu'un a déposé quelque chose pour vous. » C'était une petite boîte. Un mot était collé dessus. « Soignez bien votre genou. Créez-vous de beaux souvenirs en Russie. » C'était l'homme au parapluie. Dans la boîte, il y avait des médicaments pour ma blessure, des pansements et une petite poupée. Une poupée matrioshka traditionnelle. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment un inconnu dont je connaissais à peine le nom pouvait-il être aussi attentionné? Sur le chemin de l'aéroport, Chloé est venue me dire au revoir. « Léna, tu as compris maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, je crois que j'ai compris. »« Quoi? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu te sens bien ici ?» Chloé m'a pris la main. « Léna, tu es mon amie la plus chère. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Merci. Et si jamais tu changes d'avis, viens quand tu veux. C'est un endroit où tout le monde est accueilli en silence. » Dans l'avion, j'ai réfléchi sans cesse à ce que j'avais vu, ressenti et à ce qui avait changé en une semaine. J'ai compris que je devais complètement changer l'orientation du documentaire que je voulais faire. Non pas un avertissement aux femmes françaises, mais un reportage montrant ce qu'elles avaient trouvé. Mais le plus grand changement s'était produit en moi. Moi aussi, je veux vivre comme ça. Pour la première fois, j'ai pensé ainsi. Le lendemain de mon retour à Paris, j'étais assise dans la salle de montage. Je regardais une par une les images filmées pendant une semaine, perplexe. Léna, comment s'est passé le reportage? Jean-Pierre, mon rédacteur en chef, est entré. Très bien, j'ai ramené beaucoup de choses. Parfait. Alors, comme on l'avait prévu, un sujet pour avertir les femmes françaises. Jean-Pierre, l'ai-je interrompu. Je suis désolé, mais j'aimerais modifier le projet. Quoi? Comment ça? J'ai tourné mon ordinateur portable et lui ai montré les images. Le silence du métro, la gentillesse discrète envers la vieille dame, le jeune homme qui m'a abrité sous son parapluie sous la pluie. C'est quoi ça?
C'est la vraie Russie que j'ai vue. Le visage de Jean-Pierre est devenu rouge. Ce n'est pas ça qu'on voulait. Je t'ai dit de trouver les problèmes. J'ai essayé de trouver les problèmes. Mais ce que j'ai trouvé, c'est... C'est quoi? Peut être ce que nous avons perdu. Un silence s'est installé. Léna, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je sais. Mais je ne peux pas diffuser un mensonge. Un mensonge? Il doit bien y avoir des problèmes. Refais le montage. Sinon quoi? Sinon, ce projet est annulé. Tu le sais bien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris ma décision. Alors, je vais le remonter, mais à ma façon. Pendant une semaine, je me suis enfermé dans la salle de montage, jour et nuit. J'ai coupé, collé, organisé les interviews, écrit la narration. J'ai aussi changé le titre. De « Homme russe », la face cachée, je l'ai changé en « Le choix qu'elles ont fait, une nouvelle vie trouvée en Russie ». Lors de la projection de visionnage, la salle de réunion était silencieuse. À l'écran, l'interview de Chloé passait. En France, j'ai toujours vécu avec le sentiment de devoir m'excuser d'être une femme. Mais ici, je peux vivre en étant simplement moi-même. Puis ma voix off. Je suis allé en Russie pour avertir les femmes françaises. Mais ce que j'ai découvert, ce n'était pas un avertissement, mais une possibilité. La possibilité qu'une autre vie existe. À la fin du documentaire de 50 minutes, la salle était toujours silencieuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a finalement dit un directeur. « Tu as fait de la propagande pour embellir la Russie. » Non, j'ai simplement montré les faits que j'ai vus. Yisekando, les faits, il doit bien y avoir des aspects négatifs. Bien sûr, la barrière de la langue, les différences culturelles, la séparation d'avec la famille. J'ai tout montré, mais je voulais quand même montrer pourquoi elles sont heureuses. Si on diffuse ça, encore plus de Françaises partiront en Russie. C'est contre l'intérêt national. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ma contre-question a surpris tout le monde. Léna, je veux poser la question. Pourquoi devrions-nous les empêcher de faire leur choix? Pourquoi devrions-nous cacher la vérité? N'est-ce pas parce que nous avons peur? Peur que les femmes françaises trouvent une vie meilleure et s'en aillent. C'était une déclaration explosive, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Moi aussi, il y a une semaine, j'avais des préjugés que la Russie était un pays rigide et froid. Mais ce que j'ai vu, c'est un endroit où, au moins, les femmes peuvent vivre plus librement. Ça suffit, a crié le rédacteur en chef. Ce programme ne sera pas diffusé. Refais le montage. Sinon vous me renvoyez. Jean-Pierre a essayé de m'arrêter, mais j'ai continué. Ça m'est égal. Mais je ne changerai pas ce documentaire. En sortant de la salle de réunion, je me suis préparé. Ce serait ma dernière œuvre. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le lendemain, de jeunes employés sont venus me voir, une par une. Léna, la vidéo de la projection hier était vraiment géniale. Mon amie aussi sort avec un Russe. Elle dit que c'est vraiment différent. Le bouche à oreille s'est répandu et à la pause déjeuner, encore plus de monde s'est rassemblé. Léna, on veut absolument voir ce documentaire. Nous aussi, on a le droit de savoir pourquoi la direction essaie-t-elle de cacher la vérité. Un soutien inattendu. Puis, quelque chose d'encore plus surprenant est arrivé. Quelqu'un a fait fuiter mon documentaire et il est devenu viral en ligne. La vraie raison pour laquelle les Françaises choisissent la Russie. Le documentaire que France Télévisions a tenté de cacher. La dénonciation d'une productrice courageuse. En un jour, plus d'1 million de vues, des milliers de commentaires. Enfin, quelqu'un dit la vérité. Je pensais faire un séjour d'études en Russie, ça me donne du courage. La France aussi doit changer. Lind, bien sûr, il y avait aussi des commentaires négatifs. Traîtresse à la patrie, une femme endoctrinée par la Russie, la honte de la France. Mais je n'avais pas peur. Au contraire, je me sentais libéré. Finalement, France Télévisions a dû publier une déclaration officielle. Le documentaire en question reflète l'opinion personnelle de la productrice. Comme prévu, j'ai été mis à pied, mais je n'avais aucun regret. C'est alors que le téléphone a sonné. Léna Dubois, je suis productrice à la chaîne Pervy Canal, en Russie. J'ai vu votre documentaire. Ça vous dirait de travailler en Russie, l'appel du destin. Après ma mise à pied, je passais mon temps à la maison.
Mais des choses inattendues ont continué à se produire. D'abord, ma boîte mail a explosé. Des centaines de mails par jour. Léna, merci pour votre reportage courageux. J'ai aussi un petit ami russe, mais je le cachais à ma famille. Votre documentaire m'a donné du courage. J'ai 32 ans, célibataire. En France, je subis constamment la pression du mariage. Y a-t-il vraiment une autre vie possible en Russie? Je suis une femme de 28 ans, travaillant dans une grande entreprise. J'en ai marre de servir le café et de faire des photocopies. Les entreprises russes sont-elles vraiment différentes? Parmi tous ces messages, un m'a particulièrement touché. Chère Léna, je suis une femme au foyer de 50 ans. J'ai passé ma vie à vivre pour mon mari et mes enfants. En voyant votre documentaire, pour la première fois, je me suis demandé comment je voulais vivre, moi. Est-il trop tard? J'ai pleuré. Que mon documentaire ait pu susciter de telles questions chez quelqu'un. Quelques jours plus tard, j'ai eu une visite inattendue. Mes collègues productrices de France Télévisions. On voulait que tu saches qu'on te soutient, a dit Sophie, une productrice chevronnée d'une quarantaine d'années. En fait, on le savait toutes, à quel point la société française est injuste envers les femmes. Mais on n'a pas eu le courage. Une autre a ajouté, grâce à toi, c'est le chaos à la chaîne, surtout parmi les jeunes employés. Que s'est-il passé? Elles ont commencé à s'exprimer, comme toi. Pourquoi seules les femmes doivent-elles servir le café? Pourquoi sommes-nous discriminés à la promotion alors que nous travaillons autant? Une petite vague de changement était en train de se créer. C'est alors que le téléphone a de nouveau sonné. C'était Chloé. Léna, j'ai vu ton documentaire. C'est fou, ça fait le buzz en Russie aussi. Vraiment? Oui, la vérité sur la Russie vue par une productrice française. Dimitri a dit que c'était très bien fait. Surtout l'épisode de la pluie, il a trouvé ça très touchant. C'est vrai, mon documentaire incluait aussi la scène de ce jour-là. La chaleur ressentie sous le parapluie d'un inconnu. Léna, et j'ai une autre nouvelle surprenante. Quoi? L'homme qui t'a abrité sous son parapluie ce jour-là, tu te souviens? Alexei Volkov, il te cherche. Mon cœur a fait un bond. Pourquoi? Il a été surpris en voyant le documentaire. Il ne savait pas que la personne qui l'avait aidé était une productrice française. Il a dit que si tu avais besoin d'aide à nouveau, tu pouvais le contacter. Étrangement, mon cœur s'est réchauffé. Une semaine plus tard, la situation autour de moi a changé de manière encore plus spectaculaire. D'abord, mon grand-père m'a convoqué. Lui qui avait vécu toute sa vie avec la fierté d'être un descendant d'un philosophe des Lumières. Je m'attendais à me faire sermonner. Léna, grand-père, je suis désolé, j'ai déshonoré le nom de la famille. Non, une réaction inattendue. En fait, j'ai vu ton documentaire et j'ai beaucoup réfléchi. Les traditions auxquelles nous nous accrochons sont-elles vraiment justes? Les yeux de mon grand-père étaient humides. Ta grand-mère aussi, elle aurait sûrement voulu vivre comme ça, librement. C'était la première fois que j'entendais ça. Ta grand-mère était une femme brillante, mais à son époque, les femmes ne pouvaient pas élever la voix. Mon grand-père m'a pris la main. Tu as fait quelque chose de courageux. Ton grand-père est fier de toi. Les larmes ont coulé à flot. Puis, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Des offres de différentes chaînes et sociétés de production ont commencé à affluer. Léna Dubois, voulez-vous travailler avec nous? Créons un nouveau documentaire. Nous avons besoin de programmes avec un point de vue féminin. Mais mon cœur était déjà pris. Le jour de ma rencontre avec la productrice de la chaîne russe, Yulia, une femme d'une quarantaine d'années venue de Moscou, m'a dit « Léna, votre documentaire m'a vraiment impressionné. » Non, merci beaucoup. La Russie non plus n'est pas parfaite. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais les choses changent. Et nous avons besoin de gens comme vous, comme moi, des gens avec un regard différent, qui peuvent comprendre à la fois la France et la Russie. Yulia m'a fait une proposition concrète. Nous préparons un projet commun franco-russe. Le thème est Femme, qui traverse les frontières. Nous voulons que vous soyez la productrice principale. Femme qui traverse les frontières, un thème qui me parlait. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. De retour chez moi, j'ai réfléchi en regardant par la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient. Pourrais-je quitter cet endroit? C'est alors qu'un autre mail est arrivé.
Cette fois, l'expéditeur était inattendu. « Chère Léna, bonjour. C'est Alexei Volkov, celui du jour de pluie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai vu votre documentaire. Je suis heureux si j'ai pu vous être un peu utile. Si vous revenez en Russie, laissez-moi vous faire une vraie visite de Moscou. Cette fois, j'espère qu'on pourra marcher ensemble sans parapluie. » La dernière phrase m'a fait rougir. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision de relever un nouveau défi, de traverser la frontière. 6 mois plus tard, j'étais de nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais cette fois, c'était différent. Pas en tant que touriste, mais en tant que personne commençant une nouvelle vie. Léna, Chloé était venue m'accueillir avec Dimitri. Tout est sans fin là. Oui, je suis là. Nous nous sommes serrés dans les bras. Dans la voiture en direction de Moscou, Chloé a demandé « Tu ne regrettes pas ?» Non. Au contraire, je me demande pourquoi je n'ai pas décidé plus tôt. Ma vie à Moscou avait déjà commencé. J'avais loué un petit appartement et signé mon contrat avec la chaîne. Le premier jour de travail, la productrice Yulia m'a accueilli chaleureusement. « Bienvenue, Léna. Non, à partir de maintenant, c'est productrice du bois. » Mes collègues russes étaient tout gentils. Ils ne me traitaient pas différemment parce que j'étais étrangère, ni ne me discriminaient. Ils m'acceptaient simplement comme une collègue. Le projet « Femmes qui traversent les frontières » avançait bien. Nous filmions les histoires de femmes françaises qui avaient trouvé une nouvelle vie en Russie et de femmes russes qui relevaient des défis en France. Et comme promis, Alexei Volkov m'a fait visiter Moscou. « Heureusement qu'il ne pleut pas », a-t-il dit en riant. « Merci beaucoup pour cette fois-là. Moi aussi, j'ai beaucoup appris en regardant votre documentaire. Ce que nous considérons comme normal peut être spécial pour quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus amis et avons appris à nous connaître lentement. Et maintenant, j'aide Chloé à préparer son mariage. Dans 2 mois, elle épousera officiellement Dimitri. Tu as préparé ton discours? Bien sûr, ne t'inquiète pas. J'avais déjà préparé mon discours. Je parlerai du choix courageux de Chloé et du fait que j'ai moi-même appris ce courage. La vie en Russie n'est pas toujours facile. La langue est encore difficile et il y a des différences culturelles. Mais chaque jour est nouveau et plein de sens. Surtout, je ne dis plus que je suis désolé d'être une femme. J'exprime mon opinion avec assurance, je fais le travail que je veux et je suis avec les gens que j'aime. Parfois, j'appelle mes parents à Paris. Au début, ils étaient contre, mais maintenant, ils sont rassurés de me voir heureuse. « Léna, qu'as-tu fait aujourd'hui ?» J'entends la voix de ma mère. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle interview, une histoire vraiment émouvante. Et toi, tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Les gens ici sont vraiment gentils avec moi. Et ma relation avec Alexei progresse aussi petit à petit. Nous sommes encore amis, mais nous devenons une présence spéciale, l'un pour l'autre. Léna, vous êtes libre ce week-end? Oui, pourquoi? Avez-vous déjà été à Saint-Pétersbourg? C'est une ville magnifique. Non, pas encore. Oh, no. Alors, allons-y ensemble. Saint-Pétersbourg au printemps, c'est vraiment sublime. J'ai répondu avec un sourire. Oui, avec plaisir. L'aéroport Charles de Gaulle est maintenant un lieu spécial pour moi. Un endroit où je suis arrivé avec des préjugés et que j'ai quitté avec l'esprit ouvert. Et un endroit où je suis revenu pour commencer une nouvelle vie. Quel est votre aéroport Charles de Gaulle à vous? C'est la dernière question de mon documentaire. Avez-vous le courage de traverser les frontières? Êtes-vous prêt à choisir une nouvelle vie? Moi, j'ai trouvé la réponse ici. L'amour, le respect et la liberté d'être moi-même. C'est ce que j'ai trouvé en Russie. Vous venez d'entendre le voyage spécial de la productrice Léna Dubois. L'histoire courageuse d'une femme qui a brisé ses préjugés et choisi une nouvelle vie. Peut être que vous aussi, comme la productrice Léna, vous rêvez d'un nouveau défi? Ou peut être connaissez-vous des personnes dans cette situation? Nous espérons que cette histoire apportera courage et espoir à quelqu'un. Et nous espérons que notre société deviendra un endroit où plus de gens pourront vivre en étant eux-mêmes. Merci.